Bon. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, bon, il n'y a pas de... Franck, tu poses pas de questions. Si, tu comprends pas d'ici. Est-ce que ça fait quitter tomber? T'en as marre du soleil? Oui, j'en ai marre du soleil. Oui, il y a beaucoup de gens qui, effectivement, veulent aller à Los Angeles. Moi, je veux en partir maintenant. Bon, je sais pas, donc vous étiez peut-être pas là il y a 1 heure où on a fait la présentation à 3. Donc, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit. Donc, je suis parti. Moi, je suis né à Vichy, donc je suis originaire d'ici. J'ai grandi à Issoire. Et puis, donc, de fil en aiguille, en fait, bon, j'ai voulu faire les beaux-arts ici, à Clermont. J'y suis allé 1 an et puis je me suis rapidement rendu compte que j'apprendrais pas ce que je voulais apprendre parce qu'il y a en fait une pénurie d'enseignement réel dans le monde de l'art, surtout en France, qui est très malheureux. Bon, les choses sont en train de changer un petit peu. Ça c'est un thème un petit peu parallèle. Les choses sont en train de changer parce qu'il y a une véritable demande de la nouvelle génération pour tout ce qui est technique réelle d'art, avec une vraie formation de dessin, de peinture. Donc, mais par contre, effectivement, en France, on n'en est pas encore là, du fait que l'art moderne et l'art contemporain en particulier a piétiné tout ça de manière systématique. Et moi, j'ai bien connu ça puisque je suis allé en école d'art dans les années 80 et je n'y suis pas resté plus d'1 an. Donc une fois que je suis parti, je voulais essayer de trouver un endroit où je pouvais vraiment avoir une formation technique réelle. Et donc en fait je suis parti à Angoulême, et puis à Angoulême je me suis rendu compte que effectivement, d'une partie, d'un côté financier, c'était moins possible pour moi de rester là-bas, mais aussi parce que il y aurait une certaine restreinte au niveau technique, puisque Angoulême c'est principalement la bande dessinée et l'illustration, et je voulais aussi essayer de toucher une formation plus classique de peinture, de vraie peinture, telle qu'on la voyait encore au 19e siècle. Et donc de fil en aiguille, en fait, je suis tombé dans l'animation, un petit peu par hasard. Ça m'intéressait aussi, mais j'ai eu la chance de présenter un portfolio en fait au producteur qui avait introduit Goldorak en France, et donc qui avait fondé une véritable entreprise de production, et qui avait produit à l'époque, qui était en train de produire les Tortues Ninja. Donc c'était ma première série télé. Et donc j'ai commencé de rencontrer des artistes qui étaient vraiment des artistes professionnels, mais dans le milieu de l'animation, du film d'animation, mais qui eux aussi avaient, pour beaucoup, avaient leur propre production de choses personnelles à côté. Donc j'ai rencontré un tas de gens différents avec une formation différente. Ça m'a ouvert l'esprit à beaucoup de niveaux, au niveau technique aussi. Et puis, donc je suis parti, je suis allé à Angoulême grâce à cette compagnie. Ils ont ouvert une autre branche à Blois, donc je suis parti à Blois. Et puis j'ai quitté la compagnie après 2 ans, je suis parti à Paris. Et j'ai exploré un petit peu les studios d'animation à Paris, jusqu'à ce que finalement je sois engagé par Disney. Alors c'était un peu une coïncidence au niveau temps, puisque Disney avait ouvert depuis quelques années un studio de télévision de séries animées à Montreuil, et ils allaient faire leur premier long métrage qui était Dingo et Max, et donc c'est à ce moment-là que je suis rentré. De fil en aiguille, je suis devenu chef décorateur. J'étais décorateur en fait, et puis je suis devenu chef décorateur. Et puis à ce moment-là, juste après Dingo et Max, il y a eu Le Roi Lion qui est sorti au cinéma, et Le Roi Lion a fait un tel succès que tous les studios hollywoodiens en Californie voulaient ouvrir des départements d'animation. Et donc
Donc Disney voulait essayer de garder leurs artistes à tout prix. Donc c'était très facile, relativement facile de renégocier votre position parce qu'ils avaient peur de perdre leurs artistes. Donc moi j'ai demandé à partir en Californie et puis on pouvait même choisir son projet, ce qui est absolument impensable aujourd'hui. Et donc j'ai demandé à travailler sur Dinosaur. Donc Dinosaur c'était mon premier long métrage là-bas. Et donc j'étais en ce qu'on appelle développement visuel, qui est du concept artistique, mais dans le cadre, donc vous avez ce qu'on appelle le concept art, qui est la phase inspirative avant qu'un projet est fait, ou en tout cas au tout début d'un projet. Et puis vous avez la phase de développement visuel, qui est aussi du concept, mais qui touche plus particulièrement au film lui-même, et c'est le moment où on commence de resserrer vraiment les boulons sur le concept même du film et ce dont il va avoir l'air. Donc la phase de développement visuel dure généralement sur un film à peu près 1 an et demi, et c'est donc là-dedans que j'ai commencé avec Dinosaur. Après Dinosaur, je suis passé sur c'était Hercule, j'ai aidé à finir Hercule, et puis je suis parti sur Fantasia 2000, donc qui était la suite du Fantasia originel, mais sur le segment en fait, il y avait un segment qui m'intéressait en particulier, c'était L'Oiseau de Feu de Stravinsky, donc qui était en fait réalisé par les frères Briggsy, qui avaient, ah oui j'ai oublié de citer le Bossu de Notre-Dame, donc après, juste après, alors, on a eu Dingo et Max, et puis on a eu un court métrage quand les Américains sont venus et ont pris le studio de Montreuil, en fait. Les Américains de la partie de long métrage à Los Angeles se sont déplacés en France et ils ont complètement reconverti le studio de télé en studio de long métrage et ils nous ont reformé complètement. Donc nous, on n'avait pas idée de la différence qu'il y avait entre une qualité série télé et une qualité de long métrage. Donc on nous a reformé complètement et on nous a reformé à travers un court métrage dont personne n'a jamais entendu parler maintenant, mais qui est le court métrage le plus cher de l'histoire du cinéma, ça s'appelle Runaway Brain, je ne sais pas comment ça s'appelait ici, c'est en gros Mickey qui devient un Frankenstein en fait, et qui est très inhabituel pour un rôle de Mickey en fait. Et le court-métrage fait 6 minutes, il a commencé avec un budget de 6 millions de dollars, et il s'est terminé avec un budget de 15 millions de dollars pour 6 minutes. 15 millions de dollars pour 6 minutes, et personne n'en a jamais entendu parler. Mais en fait, c'est grâce à ce court-métrage qu'on a été reformé de manière complètement classique, et là on a vraiment rencontré des gens qui avaient toute une historique en fait de formation classique aux US qui venait directement des grands illustrateurs américains qui eux avaient été formés par tout ce que vous voyez au musée d'Orsay en fait à Paris, qui vient du 19e siècle. Tous ces peintres en fait ont formé les Américains, les Russes et indirectement les Chinois, et on leur doit en fait toute cette formation classique. Et à l'époque, en fait, les Américains qui avaient été formés donc, sont partis, ont fondé différentes écoles aux États-Unis, entre autres la Hudson River School, dont j'étais beaucoup inspiré. Et donc, en fait, ces peintres ont formé aussi les grands illustrateurs américains, donc Vin Cornwell, LCYF et tous ces gens-là. Et eux-mêmes ont formé en fait toute cette génération de gens que moi, finalement, j'ai rencontrés. Et donc desquels j'ai appris ou réappris en fait la véritable formation classique. Donc j'en retourne à Fantasia 2000, donc L'Oiseau de Feu, le Bossu de Notre-Dame. Donc après Runaway Brain, c'était Bossu de Notre-Dame à Paris. On a fait 10 minutes à Paris, 10-15 minutes de film sur le Bossu de Notre-Dame à Paris en collaboration avec les studios à Burbank. Nous, on était très très bien placés puisqu'on était juste à côté de Notre-Dame de Paris. Donc, en fait, ça nous a permis vraiment d'être proche de la source. Et puis, c'était quelque chose de fantastique parce que pour moi, j'étais très branché art gothique.
Et pour la première fois, j'avais l'occasion d'être décorateur sur un film qui représentait un des symboles de l'art gothique, donc qui était Notre-Dame de Paris. Et donc les frères Brizzi, qui étaient les réalisateurs du studio français, ont fait les deux séquences les plus dramatiques du film, en fait les 10 premières minutes, les 10 minutes pendant lesquelles donc, la mère de Quasimodo est tuée, et puis la Hellfire Sequence, la séquence du feu, où Frollo en fait se prend en main avec ses propres fantasmes sur Esmeralda, qui est limite très adulte en fait dans le film. C'est pour ça que le film n'a jamais vraiment trouvé son audience, puisque en fait le public de famille en fait n'a pas trop aimé le film parce qu'il était trop adulte, et puis les adultes en fait ils connaissaient le livre du bossu en fait n'ont pas trop aimé le film, puisqu'il y a des moments où ça devient carrément une comédie. Donc Disney a choisi un thème qui n'a pas su vraiment traiter à ce moment-là, parce que le bossu Notre-Dame c'est une histoire absolument noire et très adulte. Mais bon, le film est ce qu'il est maintenant. Moi j'ai été content de travailler dessus. Donc c'est après ça que je suis parti aux États-Unis, et donc pour revenir à l'Oiseau de Feu, j'ai retrouvé donc à ce moment-là les frères Brizzi, les réalisateurs français qui en fait ont fait le segment de l'Oiseau de Feu, qui est également très, très dramatique, très gothique dans le concept. Et puis après Fantasia, donc qu'est-ce que j'ai fait? Tarzan. Ah oui, donc Tarzan, donc je suis resté quelque temps, un an ou deux, et qui était le premier film où on commençait vraiment d'adapter les images de synthèse, mais où il y avait vraiment un mélange. C'était moitié animation traditionnelle, moitié image de synthèse, et où on développait un programme qui s'appelait Deep Canvas, qui permettait en fait une adaptation des coups de pinceau sur les objets en 3 dimensions, où les coups de pinceau en fait ne s'enveloppaient pas autour des objets de manière complète. Et ça permettait aux coups de pinceau en fait à peine presque transparent, de donner un aspect très soft en fait aux objets en mouvement. Le problème, c'est que les temps de calcul pour l'ordinateur étaient multipliés par un temps incroyable, et ça revenait très très cher, puisque les temps de calcul sur un film en image de synthèse, c'est ce qui revient le plus cher. Et donc en fait, Disney a abandonné l'idée après le film, et le film a été fini. Bon, il a coûté beaucoup plus cher qu'il aurait dû à cause de ça. Donc après Tarzan, c'était La planète au trésor, donc un film qui a été malheureusement saboté intérieurement par Bob Eisner, qui était le PDG de Disney à l'époque, parce qu'il n'aimait pas le film. Dès le départ, il avait décidé qu'il n'aimait pas le film, et il a fait semblant de le soutenir. En réalité, le premier week-end où le film est sorti, il n'a pas fait les chiffres escomptés, et donc Bob Eisner a décidé de le laisser tomber complètement. Alors que vous parlez aujourd'hui de La planète au trésor aux gens qui connaissent le film, il y a beaucoup de gens qui aiment le film et qui ont... et voilà, en fait, l'histoire se tient très bien. Et puis il y avait un développement, donc j'étais en développement visuel et en décor dessus. Et le nombre de concepts artistiques qui ont été développés sur ce film est fantastique. Et puis il y avait des artistes qui venaient de l'extérieur qui étaient absolument fabuleux. Et les chansons ne sont pas insupportables. Ah oui, effectivement, c'était aussi une des particularités du film, où ils avaient essayé de mettre tout ça de côté, en partie, pas complètement, mais en partie, parce qu'ils voulaient donner la place plus à l'aventure, à un esprit épique, et en même temps très, très steampunk en fait. Donc voilà, j'ai terminé mon temps à l'époque à Disney avec Treasure Planet, avec La planète au trésor. Je suis parti pour me reformer en fait aux images de synthèse, puisque c'était vraiment le moment où Disney a mis dehors tout un tas d'artistes qui venaient du traditionnel, parce qu'il y avait un clash réel entre le traditionnel et les gens qui venaient de l'image de synthèse, qui pour beaucoup venaient de la photographie,
Donc en fait, ils ne comprenaient pas, ils pensaient que l'animation c'était quelque chose de très facile, ils ne comprenaient pas tous les impératifs d'un long métrage animé. Et Disney en fait a complètement pris parti de leur côté. Ils ont laissé partir plein d'artistes. Moi je suis parti avant ça et je me suis reformé aux images de synthèse complètement. Quand je suis sorti de là, et puis en parallèle j'avais développé mes propres peintures pour galeries d'art. Enfin, alors ça c'était quelque chose que j'avais vraiment à cœur. Et donc en arrivant aux US, j'avais vraiment commencé à développer ça. Et donc je montrais mes travaux en galerie d'art. Et donc ça m'a jamais vraiment posé problème de m'arrêter de travailler pour un studio, puisque quand je travaille pas pour un studio, je peins chez moi pour galerie d'art, ce que je fais d'ailleurs actuellement. Et donc quand je suis parti de Disney, je me suis reformé aux images de synthèse. De manière globale, je savais que je voulais me reconvertir dans un de ces domaines, mais je ne savais pas lequel. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis sorti de l'école, presque immédiatement, on m'a proposé un job de direction artistique, en fait, ce qui est d'une certaine manière une vision globale en fait de l'ensemble de toutes les techniques, qu'elles soient traditionnelles ou en images de synthèse, sur un long métrage. Et donc mon premier long métrage en tant que directeur artistique, c'était Il était une fois, qui était en plus un long métrage à prise de vue réelle avec de vrais acteurs, mais qui avait une quinzaine de minutes animées à l'intérieur. Et donc donc pour la première fois, j'étais chargé de développer ça. Et donc le réalisateur, à ce moment-là, c'est là que vous réalisez, vous réalisez ce que vous devez faire, quel est votre rôle en tant que directeur artistique. Il faut parler au réalisateur, essayer de comprendre sa vision du film, trouver un style qui lui convienne, un style visuel qui lui convienne. Et donc, après avoir beaucoup parlé avec lui, je me suis rendu compte que ce qui l'intéressait, c'était quelque chose de très proche de l'art nouveau, en fait. L'art nouveau, en fait, qui est complètement basé sur des formes organiques, sur la végétation, les fleurs. Donc en fait la partie animée sur Il était une fois était une parodie en fait des anciens Disney, mais qui se voulait quand même visuellement très élégante et gracieuse, et avec, cela dit, dans l'histoire un aspect complètement parodique. Et donc on est parti dans cette direction en utilisant l'art nouveau comme base, et on a développé tout l'architecture et les visuels, les décors sur ça. Donc presque immédiatement en fait à la fin de Il était une fois, on m'a proposé la direction artistique de numéro 9. Et alors bon, c'était quelque chose d'assez fantastique, parce que littéralement, puisque je passais d'un style complètement disneyen, presque édulcoré et très élégant, à un style apocalyptique, noir, gothique, tout ce que vous pouvez voir en Tim Burton, puisque c'est lui qui produisait le film. Et donc, et puis ça a été assez épique, puisque à la fin de Il était une fois, donc on était vraiment à la bourre en fait. On terminait Il était une fois et numéro 9 était déjà commencé au Luxembourg. Et donc j'ai demandé à avoir une semaine de battement pour m'aider à finir mes paquets et à me préparer. Et en fait, on me l'a refusé. On m'a dit en gros, le lundi prochain, il faut que vous soyez au Luxembourg. Donc ce qui s'est passé, c'est que le vendredi après-midi, j'ai bouclé Il était une fois. Le samedi, j'ai fini mes valises. Le dimanche, j'ai sauté dans l'avion. Et le lundi, je commençais à travailler. Donc c'était vraiment épique. Mais en fait, vu l'expérience à Luxembourg pour numéro 9, c'est assez mal passé en fait les 6 premiers mois, puisque le studio là-bas n'était pas préparé. Alors c'est pareil, ça renvoie à je dirais toute la formation en France et en Europe d'une manière générale. Il n'y a pas assez de structure, il n'y a pas assez de formation structurée. Et donc tous les gens du studio avaient une optique. La plupart des gens du studio, c'est ceux qui avaient fait
comment ça s'appelait? C'était un film en image de synthèse mais en noir et blanc sur un Paris du futur. Renaissance, voilà. Alors le problème qu'il y avait, c'est que ces gens-là qui avaient eu énormément de succès avec Renaissance avaient un peu pris la grosse tête et qui ne comprenaient pas quels étaient les impératifs réels d'un long métrage, surtout en couleur, et en plus avec des images de synthèse qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils avaient fait. Ce qu'ils avaient fait sur Renaissance était très simple à faire, il n'y avait pas de couleur, il y avait plein de choses sur Renaissance qui ne fonctionnaient pas du tout sur numéro 9. Et donc quand ils ont commencé de découvrir en fait la façon dont les Américains abordaient un long métrage, ça a été une découverte totale. Et ça a aussi été une catastrophe totale puisque ça s'est mal terminé et qu'on a en gros, je suis arrivé en janvier au Luxembourg, en juin ils ont tout arrêté. Pendant 3 semaines on avait nos valises de fête et on ne savait pas si le projet allait continuer ou pas. Et puis 3 semaines plus tard, on nous a dit le projet continue, mais il part à Toronto, au Canada, avec un autre studio. Et donc à ce moment-là, moi je ne voulais pas continuer en fait. Je ne voulais pas déménager de nouveau, j'en avais un petit peu assez de toute l'aventure. Et donc j'ai dit je m'en vais. Et puis la productrice a aussi changé. Donc la nouvelle productrice m'a appelé et m'a demandé de rester. Et elle m'a dit est-ce que vous accepteriez de continuer de faire la direction artistique depuis la Californie, donc là où j'habitais. Et parce qu'en fait, ils étaient en train de monter un studio d'aide au niveau animation en Californie avec Ken Duncan, qui était un ancien des animateurs vétérans de Disney et qui montait son propre studio. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans son studio et j'ai fait les allers-retours entre Toronto et Pasadena pour finir en fait numéro 9. Et donc en fait, à ce moment-là, tout s'est très bien passé puisque on a fini numéro 9. On a même bien fini. On a dépensé en fait le double du budget d'origine, mais le budget d'origine était tellement bas en fait qu'il était de 15 millions de dollars pour un long métrage, c'est rien du tout en fait. Et il s'est terminé à 30 millions. C'est actuellement 30 millions de dollars pour un long métrage en image de synthèse, enfin d'animation d'une manière générale. C'est un budget modeste, tout à fait correct, je dirais, mais modeste. La plupart des gros studios hollywoodiens actuellement ne considèrent pas qu'on peut faire, ce qui est complètement faux, ne considèrent pas qu'on peut faire un bon film d'animation à moins de 70 ou 80 millions de dollars, ce qui est une hérésie parce que ça prouve simplement que les exécutifs ne comprennent pas le problème. Sur numéro 9, moi j'ai vraiment compris qu'en fait il est possible de faire un bon film long métrage animé avec un budget relativement modeste à partir du moment où vous avez une structure solide en place. Et donc c'est comme ça qu'on a fini numéro 9. Et puis donc après numéro 9, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc j'ai vivoté un petit peu à droite à gauche d'un studio à l'autre avec des projets qui ont abouti, d'autres non. Donc à ce moment-là, j'ai travaillé sur un projet de John Boorman, pour ceux dont le nom de John Boorman vous rappelle quelque chose, donc, qui avait fait Zardoz dans les années 70, un des premiers films où Sean Connery avait joué. Voilà, et il a fait La Forêt d'Émeraude. Voilà. Il a fait la... Sean Connery et son short. Il avait fait La Forêt d'Émeraude dans les années 80, qui en fait lui a apporté la notoriété. Et puis donc on n'avait plus entendu parler de John Boorman pendant longtemps, et il a ressurgi avec un projet du Magicien d'Oz. Il y avait 3 projets du Magicien d'Oz à ce moment-là en chantier. C'est la chose curieuse à Hollywood, dès que vous avez l'idée de résurgence d'un projet mythique comme le Magicien d'Oz, d'un seul coup tout le monde veut faire la même chose. Donc vous aviez 3 projets du Magicien d'Oz en cours, dont le sien. Et donc j'ai travaillé dessus pendant quelques temps, j'ai fait quelques concepts artistiques, et puis il a coulé en fait. Il y a un seul des 3 projets qui a survécu et qui... Comment? Oui, je crois. Est-ce que c'était celui-là? Il a été fait en fait, il a été fini en Inde avec le studio Prana. Malheureusement, l'expérience
n'était pas à la hauteur. Donc ce qu'ils ont fait se tient à peu près, mais bon, il s'est planté complètement au box-office. Et puis c'est vrai que malgré tout, le niveau de qualité n'était pas là, quoi. Donc en fait, après ça, j'ai travaillé sur un film qui était en coproduction avec les US, Israël et Vancouver. Et c'est un film qui était axé sur une pluralité, une ville dans laquelle des super-héros et des héros mythiques vivent tous ensemble et vont se battre contre une horde de méchants mythiques aussi à travers l'histoire. Donc en fait, mon rôle, c'était d'arriver à construire une ville à architecture multiple qui reflétait chacun de ces héros. Alors ça, c'était un challenge extraordinaire parce que vous imaginez développer une architecture de ce style. Donc j'étais un petit peu ennuyé par le problème, et puis j'ai longtemps cherché, et puis finalement je suis tombé un jour par hasard sur une des photos du World Expo de 1900 à Paris. Et là j'ai eu un déclic parce que je me suis rendu compte que c'était exactement ça adressait exactement le problème. On avait une série d'architectures qui venaient de partout dans le monde, mais qui avait été construites côte à côte à Paris, et en fait ça fonctionnait très bien. Donc la tour Eiffel et le Grand Palais et le Petit Palais étaient construits à ce moment-là. Et donc j'ai commencé à faire toute une recherche monumentale sur le World Expo de 1900. Et donc c'était assez fascinant puisque j'ai retrouvé des choses que j'imaginais pas. Donc un style très steampunk, et donc on est complètement parti dans cette direction. Donc j'ai commencé à développer des architectures et des véhicules en fait reprenant à la fois des choses de la fin du 19e siècle, mais aussi du début du 20e. Et puis toute une ville en fait avec une architecture complètement multiple depuis les années 1880 jusqu'à une architecture complètement futuriste. Malheureusement, ce projet a complètement capoté parce que ça s'est passé c'était en 2008, juste au moment du crash boursier. Au moment du crash, en fait, tous les financiers qui étaient en fait du côté israélien se sont retirés, et ça a fait un domino effect. Donc en fait, tout s'est effondré au niveau financier. Le projet a complètement capoté. Donc je suis parti. Et puis après ça, qu'est-ce que c'était? Oui, j'ai travaillé un petit peu pour Disney sur leurs vidéos. Donc il y avait une série de vidéos autour de Tinkerbell en fait, Peter Pan, Tinkerbell, la fée Clochette. Donc à ce moment-là, j'ai travaillé un petit peu sur ces longs métrages, donc qui étaient des longs métrages destinés à la vidéo. Et puis je suis reparti donc de Disney, et donc qu'est-ce qui s'est passé après ça? Je suis tombé, oui, c'est ça, c'est là que je suis rentré chez Hasbro. Donc pour travailler sur les séries télé de Transformers. Donc je suis retourné à la télé, non pas parce que ça me disait de retourner à la télé. En fait, j'avais pas du tout l'intention de retourner à la télévision parce que quelque part c'est un peu déprimant. Mais ayant passé par toutes ces expériences différentes de compréhension de la qualité d'un long métrage, et puis aussi de restriction de budget, j'avais vu énormément de gaspillage d'argent sur les longs métrages à Disney, à DreamWorks. Ah oui, donc j'étais passé aussi par DreamWorks entre-temps, sur un ou deux longs métrages, Gang de requins, voilà, Souris City, Gang de requins. Et donc j'avais vu, dans tous ces studios, j'avais vu énormément de gaspillage d'argent, de gens qui avaient peur pour leur position et donc qui ne prenaient pas de décision. Donc vous avez un réalisateur qui est un peu frileux et qui a peur pour qu'on le vire parce qu'il prend des décisions que les exécutifs n'approuvent pas. Du fait que le réalisateur ne prend pas de décision, vous avez en dessous des chefs d'équipe qui ne prennent pas de décision, et donc de fil en aiguille, vous avez toute une production qui dépense des millions de dollars sans aucune raison. Et donc je me disais, c'est pas possible, il doit y avoir une solution à ça. Numéro 9 en fait m'a montré qu'effectivement il y avait une solution. Shane Hacker, qui était le réalisateur, en fait
et avait une vision très très focalisée de ce qu'il voulait. Il connaissait son sujet par cœur. C'était presque à la limite il était presque trop focalisé parce qu'il refusait des choses. C'est pas qu'il prenait pas de décision, c'est qu'il refusait des choses qui ne correspondaient pas exactement à sa vision. Donc les 6 premiers mois, je dirais, où j'étais pas là en fait sur le projet, ont été assez difficiles pour l'équipe, mais à partir de à peu près 6 mois, la productrice a poussé pour que Shane Acker commence de prendre des décisions tranchées. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là, donc j'ai eu de la chance. Tout s'est très bien passé, et j'ai réalisé à ce moment-là que vraiment, c'était une question de structure interne et de gens en haut de la pyramide qui savent exactement comment diriger leur équipe. Et ça, c'est très important. Et c'est quelque chose qui en France manque cruellement à l'heure actuelle. Au niveau, en tout cas, d'après ce que j'ai vu, hein, peut-être ça a changé, mais pas seulement en France, mais au Canada, parce que enfin, du côté Canada-français. Et moi, je connais des Américains qui ont travaillé avec des Français et des Canadiens français, qui ont dit je ne retravaillerai jamais avec des gens aussi peu professionnels. Et ça pour moi, c'est dommage, parce qu'il y a un véritable talent au niveau français, mais il n'y a pas de structure, ça manque de structure. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc voilà à peu près le parcours. Et donc je suis rentré à Hasbro pour travailler sur Transformers, et je voulais voir quelles étaient les limitations en fait. Je voulais voir qu'est-ce qu'on pouvait obtenir avec un budget télévision, jusqu'où on pouvait aller au niveau qualité. En télévision, la qualité, tout ce que j'avais vu en télévision au départ m'avait montré que on n'a aucun respect pour la qualité. Tout ce qui compte, c'est de sortir des épisodes l'un après l'autre et de le faire dans les temps et dans le budget imparti. Donc c'était de nouveau un challenge pour moi de voir jusqu'où on pouvait aller au niveau qualité. Et donc on a sorti une série qui en fait montrait qu'il y avait vraiment, on était allé dans la bonne direction. On a gagné donc 11 Emmy Awards. Moi j'en ai gagné 2 les 2 premières années sur la série. Et donc la série est restée. Alors la série était très dans la même mouvance que numéro 9, puisqu'il voulait quelque chose de très noir et de très dramatique. Et c'est aussi pour ça qu'il m'avait demandé de venir. La série s'appelle comment exactement? Transformers Prime. Donc ça c'était la série de 2010 je crois. Et puis il y a eu celle après la dernière là qui est toujours en train de passer, qui est donc Transformers RID, donc Robots in Disguise, qui a un style complètement différent. Donc Prime était vraiment, c'était même violent. Le producteur lui-même nous disait qu'il ne laissait pas sa fille de 9 ans regarder la série. Mais bon, c'était très violent, mais c'était des robots. Donc en fait, les Américains considèrent que les robots n'étant pas des humains, il peut y avoir autant de violence qu'il est possible d'avoir. Oui. Il y a eu plusieurs saisons. Oui, il y a eu 4 saisons sur Prime et également 4 saisons sur RID. Avec des saisons plus ou moins courtes, parce que Prime, à un moment donné, ils se sont demandé s'ils n'avaient pas arrêté la série. Le problème, c'est que Hasbro est une compagnie de jouets. C'est pas une compagnie... en fait, Hasbro, ils n'en ont rien à faire de l'animation. La raison pour laquelle ils font des séries animées, Hasbro, c'est pour vendre leurs jouets. C'est littéralement des publicités pour leurs jouets, leurs séries. Donc en fait, s'ils ne vendent pas de jouets, ils n'ont aucune raison de garder la série. Et pourtant, la série, d'un point de vue critique, était un succès. Malheureusement, ils n'ont pas vendu beaucoup de jouets, donc à un moment donné, ils ont arrêté. Et puis, donc ils ont commencé cette nouvelle série. Et là, on est parti dans une direction complètement différente pour une tranche d'âge inférieure, avec un style beaucoup plus proche de Miyazaki. En fait, c'est un petit peu là-dessus qu'on est parti. Miyazaki, mais avec un style graphique. Donc, mais malgré tout, alors le producteur voulait plus entendre parler de nuages, surtout des nuages orageux. Donc tout ça, on l'a mis de côté complètement et on est retourné à un style qui était, beaucoup plus proche de Miyazaki, puis Disney un petit peu. Mais donc beaucoup plus doux et édulcoré. Est-ce qu'il y a un scénario? Oui. Donc alors justement, je dirais que la grosse différence, quand Prime est sorti en fait, la première saison est sortie,
il y a eu des articles qui sont sortis sur Internet parce que les premiers films de Transformers de Michael Bay étaient sortis. Et aussi techniquement incroyables ces films soient-ils, il n'y a quasiment aucune histoire. Et donc il y a des critiques qui ont mis sur Internet que Michael Bay devrait s'inspirer de la série télé où il y a effectivement des personnages qui ont un réel développement émotionnel et humain. Et effectivement, bon, les moyens n'étaient pas les mêmes, hein. Visuellement c'est pas aussi élaboré que les films long métrage, mais il y a effectivement des personnages attachants avec une réelle connexion avec le public. Oui. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils mettent des millions sur des effets spéciaux et pas de travail sur un scénario. Oui, ça c'est Michael Bay. Hein. Je veux dire, ça, à la limite, on ne peut pas vraiment le reprocher aux studios hollywoodiens. Tout ce qu'on peut leur reprocher, c'est de continuer d'employer Michael Bay. Mais Michael Bay, bon, il n'a pas bonne réputation à Hollywood. La seule réputation qu'il a, c'est que effectivement, ses films font beaucoup d'argent et donc on continue de l'employer. Mais oui, c'est vrai. Mais en plus, tout à fait. Même son film, je ne sais pas comment il s'appelait ici, 13 heures en fait, 13 Hours. C'est un film de guerre, hein, mais qui explique ce qui s'est passé à Benghazi. C'est un film qui est très bien en fait. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film d'action, mais qui a une bonne histoire avec des personnages attachants. Donc en fait, il est capable de le faire. C'est simplement que ça ne l'intéresse pas nécessairement. Le dernier Transformers était inregardable. On a été invité par Hasbro parce qu'on faisait partie de la compagnie, mais tout le monde a dit la même chose en sortant. Après 10 minutes, vous avez envie de sortir parce que c'est regardable. The Island, c'est de lui aussi. Oui, ça c'était regardable. Oui, c'était pas mal. Ça se tenait bien. Oui. Oui, juste une question. Quand vous faites Transformers Prime, vous devez tenir compte du design des jouets. Parce que j'ai vu que vous avez redesigné oui, alors en fait, Optimus Prime. Oui, bonne question en fait. Alors ce qui se passe, c'est que... Non, alors je parlais tout à l'heure du fait que Hasbro utilise les séries comme de la publicité. D'un point de vue légal, ça c'est complètement illégal. Donc c'est pas l'image qui doit être projetée. On contrôle le design au niveau animation et que leurs designers de jouets reprennent le design qu'on a créé sur la série. En réalité, alors effectivement c'est comme ça qu'on a commencé sur Prime. On a commencé sur un design en repoussant, parce qu'ils mettent la pression aussi. Ils font des demandes. Bon, nous on leur dit ça c'est possible, ça c'est pas possible. Mais c'est vrai que leurs designers, surtout sur des jouets comme Transformers, c'est très complexe. Passer d'un véhicule à un robot, effectivement c'est très complexe. Mais nous on avait déjà les impératifs au niveau animation. Bon, moi j'étais pas dans la partie animée, j'étais dans la partie globale, je dirais, direction artistique. Mais je sais que les animateurs avaient un souci énorme avec les transformations. Donc déjà au niveau animation, ils avaient à gérer ça. Et en plus, vous avez leurs designers qui viennent de la côte Est et qui ne connaissent rien à l'animation et qui commencent d'apporter leurs impératifs. Nous, on ne pouvait pas, enfin en tout cas à l'époque, on repoussait leurs demandes. Ce qui s'est passé par contre pour la deuxième série, et ce qui est alors là par contre complètement illégal, c'est qu'ils nous ont imposé, à ce moment-là, ils ont dit bon, on ne finance pas la série si on n'a pas nos designers qui vous disent quoi faire. Et ça, effectivement, d'un point de vue légal, c'est pas normal. Parce qu'en fait, la série animée, d'un point de vue légal, doit être devant et les designers de jouets doivent être derrière. Donc en fait, tout ce que fait Hasbro est très souvent discutable à ce niveau-là. Mais d'une manière générale, bon, moi je suis parti là d'Hasbro à fin juillet. Je suis pas mécontent d'être parti parce que en 7 ans de travail avec eux, vous vous rendez compte d'un bout à l'autre que c'est une compagnie qui n'en a rien à faire de l'animation. Tout ce qui les intéresse dans l'animation, ils ne comprennent pas Hollywood, ils ne comprennent pas comment les studios fonctionnent, ils ne comprennent pas comment une structure d'animation fonctionne. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire du chiffre avec des exécutifs qui ne veulent pas entendre parler de ce qu'on leur dit. Pendant 7 ans, on a essayé d'expliquer des choses qui n'ont... la décision qu'ils ont prise, ils ont bougé les studios en Irlande, à Dublin, pour des avantages fiscaux. Alors c'est pareil,
ils ne se rendent pas compte. Toutes ces décisions sont prises par des gens qui ne comprennent rien au système. Tout l'argent qu'ils pensent économiser par les avantages fiscaux, en réalité, ils vont le reperdre en aval parce qu'ils ont affaire à des gens qui n'ont aucune expérience. Le studio en Irlande, à Dublin, n'a aucune expérience. Ils ont fait quelques petites séries télé. Alors, ils ont gagné, et c'est ça qui a fait bouger Hasbro là-bas, c'est qu'ils ont gagné, je crois, 1 ou 2 Emmy Awards l'année dernière. Pour des séries qui en fait sont des séries à 3 sous et qui n'ont aucune complexité. Donc on leur envoie une série comme Transformers, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils peuvent faire. Donc là, moi, quand on est parti fin juillet, 1 mois plus tard, on avait déjà des échos nous expliquant qu'ils étaient débordés et Hasbro en fait leur renvoyait plusieurs séries autres que Transformers et ils ne pouvaient plus. Ils étaient déjà en train d'essayer de se former pour obtenir l'expérience nécessaire pour travailler sur des séries comme Transformers. Je veux dire, ils vont avoir un problème, ils vont perdre tout cet argent qu'ils ont économisé en refaisant les choses parce qu'elles ne sont pas correctes. Et d'un bout à l'autre, alors en plus c'est un partenariat de 20 ans, ce qui ne rime à rien. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que les avantages fiscaux que vous avez vont durer 20 ans? Bon, je veux dire, 40 millions de dollars en partenariat avec un autre, avec le studio là-bas, ça n'a aucun sens. Alors, une question, c'est de l'animation tradie. Transformers, ils ont recours à l'image de synthèse ou pas? La première série, oui. En fait, non. Bonne question là aussi. La première série était en image de synthèse avec un look image de synthèse. Avec bien sûr un design beaucoup plus simple que ce que vous voyez dans les films de Michael Bay, proportionnellement, et puis déjà les robots de Michael Bay, vous faites pas la différence entre la tête et les pieds. Donc nous, finalement on a apporté un design qu'on espérait, qu'on voulait faire beaucoup plus simple et puis visuellement regardable. Où on comprenne exactement ce qui se passe au moment de la transformation, etc. Donc tout ça c'était fait en image de synthèse et le visuel était effectivement très réaliste, avec tout stylisé quand même, stylisé de manière, je dirais, animée, mais avec un rendu très réaliste, avec un éclairage très réaliste, avec des textures très réalistes. La série d'après en fait est moitié image de synthèse, c'est-à-dire que c'était un hybride, ce qu'on appelle un hybride, où vous avez des éléments en 2D, vous avez des éléments en 3D, mais le look final est en 2D. Alors ça par contre c'est assez récent en fait, cette évolution des choses, où en fait le futur c'est dans l'hybride, c'est clair pour l'animation, quoi que ce soit que vous vouliez faire, vous allez reposer entièrement, et puis que ce soit dans la série télé ou le long métrage, la clé pour obtenir quelque chose de vraiment de qualité, c'est avoir 1 ou 2 personnes qui décident sur chaque plan qu'est-ce qui va être en 2D, qu'est-ce qui va être en 3D, et une personne qui soit capable de faire la cohésion visuelle et stylistique de manière à unifier tout ça. Donc plus de, comme dans le passé, les films comme Don Bluth, où vous aviez... Ou Valérian, Titan. la série. Oui. Ou Titan, voilà. Voilà, et Titan, donc je pensais à tous ces films-là où vous aviez vraiment une différence réelle visuellement entre les éléments en 3D et les éléments en 2D. Tout ça, maintenant, on peut complètement l'éviter parce qu'en fait, on est rentré dans un domaine où on peut apporter un look 2D, alors en particulier Transformers R&D, où vous avez des personnages qui ont l'air d'être en 2D avec une ligne, mais en réalité, vous pouvez tourner autour du personnage à 360 degrés, ça ne pose aucun problème. Et l'animation, si vous avez de bons animateurs, l'animation est suffisamment flexible pour que vous ayez un rendu qui soit proche du rendu 2D d'autrefois, avec tous les avantages que ça représente, avec une stabilisation de la ligne impeccable, toutes ces choses qui donnent un rendu clean, sauf si effectivement vous voulez un rendu un peu plus organique. Et ça veut dire que l'animation de Transformers, c'était quand même aux États-Unis, c'était pas
Alors, comme ça a pu se faire. Non, alors justement. Mais ça, de toute façon, en série télé, hein, ce sera toujours le cas. Vous avez généralement la partie de pré-production qui est faite dans le pays financier, généralement, dans ce cas-là, les États-Unis. Et puis, on avait un studio de production qui était au Japon. Et ça a été le même sur les deux séries. Les Japonais sont très bien. J'aime beaucoup travailler avec eux parce qu'ils ont un sens du professionnalisme qui est incroyable. C'est pas. Alors par contre, les studios chinois, c'est une autre histoire. Je dirais que c'est carrément l'extrême opposé, où on vous refourgue le même plan, non corrigé, jusqu'à ce que vous disiez oui. Et donc, vous avez des producteurs chinois qui, tout ce qui les intéresse, c'est de passer à l'épisode suivant. Les Japonais, ils vont se tuer à la tâche jusqu'à ce que vous soyez content de ce qu'ils ont fait. Et il y a une fierté professionnelle qui est très très appréciable avec les Japonais. Donc en fait, on a gardé le même studio pendant 7 ans. Malheureusement, Hasbro ne les a pas gardés quand ils sont partis en Irlande, bien sûr. Bah en fait, tu as envie de reprendre de l'animation ou tu vas faire de la peinture là pendant un certain temps? Non, en fait, c'est marrant parce que il y a de plus en plus de gens me disent mais qu'est-ce que tu fais encore dans l'animation? Tu devrais être à plein temps dans la peinture. Et en fait, j'ai pas nécessairement envie de changer, de passer dans l'un ou dans l'autre. En fait, c'est un mode de vie qui me convient très bien. En fait, j'aime beaucoup l'animation. J'ai toujours aimé l'animation et j'aime beaucoup la peinture. J'ai toujours aimé la peinture. Donc peut-être, je dirais, au moment de la retraite, beaucoup plus tard, effectivement, peut-être je laisserai l'animation complètement, mais il y a un dynamisme dans l'animation, et puis les gens que vous rencontrez, aussi les artistes de tout d'horizon, je dirais, c'est quelque chose que je continue d'apprécier beaucoup, et donc abandonner l'un ou l'autre. Par contre, quitter les États-Unis, ça ne me déplairait pas maintenant, parce qu'en fait, j'ai un petit peu... j'aime bien l'aventure, j'aime bien tenter de nouvelles choses, donc ça ne me déplairait pas de changer un peu de climat. Il se fait beaucoup de choses intéressantes en Asie. Le Japon, c'est difficile d'y travailler. Maintenant, en Chine, effectivement, il y a beaucoup d'opportunités, parce que la Chine est en train de voir ce que l'Occident fait, parce qu'ils se rendent compte que il y a un truc qui les a vraiment choqués, c'est Kung Fu Panda, en fait, qui a eu un succès énorme en Chine avec leur propriété, enfin c'est même pas leur propriété intellectuelle, c'est avec des personnages chinois, une légende chinoise, une thématique entièrement chinoise, et qu'ils ont été incapables de faire le même succès avec aucun de leurs films. Et donc ils essayent de copier maintenant ce qui a été fait, et ils essayent de comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à faire quelque chose à succès au niveau animation en Chine. Ils m'ont même posé la question, j'ai été interviewé par des magazines chinois où ils m'ont posé exactement cette question: qu'est-ce que vous pensez qui fait qu'on n'arrive pas à avoir le même succès? Et il y a plein de choses qu'ils n'ont pas compris encore au niveau storytelling, donc la façon de raconter une histoire. Je vois des interviews d'un réalisateur chinois célèbre en Chine, donc d'animation chinoise. Et quand on lui pose la question, qu'est-ce qui pour vous est le plus important dans un film d'animation, sa réponse c'est des personnages forts pour pouvoir faire de bons jouets. Quand vous avez une réponse comme ça d'un réalisateur d'animation, vous comprenez tout de suite le problème, parce qu'en fait un personnage fort, bon d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le personnage qui est fort en lui-même, et le personnage devient fort et aimé du public par l'aventure, par l'histoire dans laquelle il est impliqué. C'est ça en fait qui fait que l'aventure qu'il vit, les difficultés qu'il rencontre et auquel il trouve des solutions, en fait c'est ça qui va faire que le public apprécie et vient à aimer ce personnage, et c'est donc ça qui lui donne sa force. Les jouets, c'est beau, ça vient beaucoup plus tard, ça n'a rien à voir, c'est pas ce qui compte. Ça montre un problème réel dans leur approche de
des histoires d'une manière générale. Si vous regardez leurs mythes et légendes, ça part dans tous les sens. Ça part dans l'heroic fantasy chinoise, au taoïsme, enfin ça part vraiment dans tous les sens, au point que Hasbro avait en fait considéré très sérieusement de collaborer. En fait, le marché chinois est énorme, donc ils avaient considéré très sérieusement à collaborer sur Transformers avec des studios chinois. Et donc il y a eu de nombreux échanges avec la Chine pendant, je dirais, 1 an et demi. On en entendait constamment parler. Il y avait des Chinois qui venaient, des gens d'Hasbro qui allaient là-bas, et puis ça se faisait toujours pas. Donc on demandait qu'est-ce qui s'est passé, où ça en est. Et puis alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les Chinois ils étaient d'accord pour faire venir Transformers chez eux et pour développer des produits Transformers avec les studios chinois, seulement avec des impératifs. En particulier, ils voulaient un petit personnage chinois donc, qui est très célèbre dans la mythologie chinoise. C'est un enfant. Non, c'est un enfant dieu qui a, je crois, entre 2 et 5 ans et qui devait devenir le héros aux côtés de Prime, avec des pouvoirs au moins équivalents, sinon supérieurs à Prime. Et devait avoir un des rôles principaux avec Prime dans l'histoire. Et à un moment donné, Hasbro a dit non, écoutez, faut arrêter. Il faut se dire c'est Transformers. Il voulait changer la mythologie de Transformers, la transformer en quelque chose de beaucoup plus heroic fantasy chinoise. À un moment donné, ça ne tenait plus, parce qu'en fait, les Chinois, tout ce qui les intéressait, c'était d'insérer leur culture dans la série de Transformers. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs au niveau des Chinois. Le réalisateur dont je parlais tout à l'heure, là, son autre cheval de bataille, c'était on va mettre dans notre film du vrai kung-fu, pas du faux kung-fu comme dans Kung Fu Panda. Mais qu'est-ce que le public en a à faire de ça? C'est pas ça qui fait une histoire. Le public il verra même pas si c'est du vrai kung-fu ou du faux kung-fu. Enfin, donc ils ont une conception en fait qui est complètement erronée de ce qui fait une bonne histoire et de ce qui rend des personnages attachants. Donc c'est ça qu'il faut qu'ils transforment. Alors, ils font venir actuellement énormément de gens de l'Occident en Chine pour former les Chinois. Et donc on dit souvent les gens qu'on va former aujourd'hui, c'est eux qui vont nous piquer notre boulot demain. Et c'est vrai, c'est exactement ce qui se passe. Hein. Beaucoup de studios hollywoodiens sont en train d'avoir de sortir des États-Unis et d'engager des studios à l'extérieur, en particulier en Chine. Oui, il y a Guy Delisle qui parcourt le monde de studio en studio pour vérifier la qualité. Il fait des carnets de croquis justement, ou des carnets de voyage. Il raconte justement ses aventures, ses mésaventures en fait avec les studios, quoi. Moi je voulais en revenir sur l'aspect différence de vitesse d'exécution entre la peinture artistique et l'animation en fait. Effectivement, tout à l'heure il y avait plusieurs artistes là qui expliquaient le temps qu'il leur fallait pour réaliser un tableau. Donc pas de rendement, il fallait des années. Maintenant c'était des semaines. D'accord, mais c'est quand même énorme par rapport au travail d'un animateur qui lui doit dessiner 24 dessins par seconde pour le cinéma, voire 25 pour la télé, c'est encore pire. C'est colossal comme vitesse. Alors en fait, ce qu'il faut voir, il y a plusieurs facteurs. Voilà. Il y a en fait plusieurs facteurs à considérer. Bon, quand on dit Rembrandt passait 2 ou 3 ans sur une peinture, c'est aussi parce qu'il prenait de nombreux breaks. Alma Tadema, c'est pareil. Tous ces gens-là, en fait, étaient des superstars. Donc il faut bien voir que quand ils prenaient 2 ou 3 ans sur une peinture, ils ne travaillaient pas en continu. Il y avait on considérait la peinture de manière complètement différente de ce qu'on la considère aujourd'hui. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tous les médias qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de... La peinture était quelque chose, c'était un événement en soi. Quand vous aviez une nouvelle peinture de Frederick Church qui était dévoilée à New York, c'était un événement monumental. C'était comme si un film sortait actuellement, donc vous aviez... Et puis, donc je ne sais pas si vous avez vu sa peinture dans les Andes, en fait, au Metropolitan Museum à New York.
Donc vous avez c'est une peinture monumentale et qui est en fait, à sa sortie, c'était le dévoilage de la peinture, c'était un véritable événement avec une foule nombreuse qui venait. Il y avait même des effets spéciaux comment dire, vous aviez comment on appelle ça, des petits arroseurs d'eau qui étaient, voilà, des sprinklers en fait, qui pulvérisaient la vapeur d'eau avec de la végétation autour pour renvoyer un petit peu, connecter l'audience, enfin le public, à ce qui se passait dans la peinture. Donc la peinture dans les Andes où on voit les montagnes andaises avec la jungle, etc. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Ces gens-là, à l'époque, étaient payés de manière constante. Ils étaient soit salariés, enfin, il y avait tout un système de paiement qui était complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui. C'était les superstars. Ils étaient exceptionnellement riches. Aujourd'hui, on n'a plus du tout cette liberté d'avoir 2 ou 3 ans pour faire une peinture. Si on le fait, c'est parce qu'on a un job régulier à côté. Donc, et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en animation, tout est très spécialisé. Donc les gens, par exemple les animateurs les animateurs traditionnels qui en fait animent un personnage à la main, dessin par dessin, ils sont réellement spécialisés. Déjà ils font ce qu'on appelle l'animation rough. Donc ils font la structure brouillon ou succincte de l'animation qui vont donner à un assistant qui va lui raffiner ça, qui lui va donner ça à des in-betweeners qui eux vont compléter toutes les clés. Voilà. Donc vous avez toute une équipe qui est en place pour faire fonctionner le puzzle. Et ça, c'est simplement le département d'animation. À côté de ça, vous avez le département du layout qui reprend tout ça et qui est un petit peu le point central entre l'animation de personnages, les effets spéciaux et le décor. Et donc vous avez des départements très très spécialisés au niveau du décor. Actuellement, avec tous les moyens digitaux qu'on a, en particulier Photoshop, on peut faire des corrections très très rapidement. Donc je dirais que c'est pas très comparable. La seule chose qui était à la limite comparable, c'était au moment où on peignait encore sur carton. Donc comme moi j'ai commencé, donc avec le Bossu Notre-Dame par exemple, où là, donc il y a un apprentissage qui se fait, mais c'est aussi un apprentissage de savoir qu'est-ce qui est efficace dans la technique pour augmenter sa vitesse. Mais la vitesse n'est pas nécessairement quelque chose de recherché en long métrage, c'est plus pour la télévision. En long métrage, c'est plus une question de compréhension de la direction artistique. Qu'est-ce qui fait que l'œil dans une image va où il va, pourquoi il va là où il va, et ça c'est complètement connecté à toute la formation classique artistique. Donc comme je dis d'habitude, la compréhension de la ligne, des formes plates, la composition des formes plates, les formes tridimensionnelles, la composition des formes tridimensionnelles, la lumière, la couleur, la texture, les 4 principes fondamentaux de composition, enfin toutes ces choses-là en fait se retrouvent aussi bien dans le dessin que la peinture, que le cinéma, la photographie, c'est l'animation en particulier. Donc tout ça, c'est pour ça qu'en fait dans les grands studios, généralement ils ont des cours de dessin auxquels on peut aller de manière gratuite tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours pour peaufiner sa formation classique en fait. Donc je dirais le temps c'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut prendre au pied de la lettre, parce que je dirais un beau décor fini, il nous faut entre une à 3 semaines. C'est d'une à 3 semaines en peinture classique, avec la vraie peinture acrylique sur carton. Avec Photoshop, 3-4 jours. Si vous avez les corrections, mettons 5 jours pour un long métrage. Donc je veux dire, c'est pas tellement comparable à ce qui se faisait avant en fait. Voilà. Et ma foi, merci.